Lorsqu'on pense au domaine de l'aviation, on pense souvent automatiquement aux Américains. Que ce soit le premier vol des frères Wright, la NASA ou même Boeing, notre cerveau est automatiquement entraîné par les accomplissements américains. Mais le Canada là-dedans, où est-ce qu'on se trouve? Si je vous disais qu'il y a environ un demi-siècle, c'était le Canada qui était en tête de ligne. C'était le Canada qui sortait les plus belles technologies. Est-ce que vous me croyez? Bonjour tout le monde, je m'appelle Ulrich Poulain, je suis guide au Musée de l'aviation canadien à Ottawa. Et aujourd'hui, on va parler du Avro Arrow, le meilleur avion à avoir été conçu lors de la guerre froide. Pour pouvoir parler du Avro Arrow, c'est vraiment important de comprendre le contexte historique de l'époque. Donc, on est au début des années 50. La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Et puis là, il y a un nouveau conflit qui se produit. Donc, à l'ouest, on a les États-Unis capitalistes. Et puis, à l'est, on a l'Union soviétique qui sont communistes. Puis, il y a beaucoup de tensions entre les deux. C'est surtout une guerre d'idéologie, mais il n'y a pas tant de confrontations que ça. En fait, c'est surtout des menaces qui sont envoyées. Puis, ces menaces-là, ils s'intensifient de plus en plus. Puis, dans les années 50, c'est là qu'il y a vraiment un apogée. On a peur que l'Union soviétique bombarde les États-Unis avec des bombes atomiques. Et puis, on n'a pas les moyens de se défendre. Il revient au Canada de défendre le territoire. Mais pourquoi? Techniquement, c'est pas vraiment notre conflit. Donc, pourquoi nous? Sur une carte, ça paraît peut-être pas, mais le Canada est situé exactement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Donc là, ici, on voit une carte de potentiels chemins qu'on pourrait envisager si jamais l'Union soviétique avait attaqué les États-Unis. On peut voir les flèches qui partent de l'ouest de la Russie et qui se dirigent vers les États-Unis en passant par l'Atlantique. Mais si vous êtes un peu plus futé et que vous comprenez qu'une carte, c'est rond, eh bien, on se dirait qu'il pourrait passer aussi par l'est de la Russie et puis attaquer les États-Unis. Mais en réalité, dans ces deux scénarios-là, il faudrait qu'il passe par le Canada. Donc, on peut voir juste ici qu'il y a deux chemins potentiels. Donc ça, c'est sur un globe, bien évidemment. Donc, le premier chemin qui passerait par le Groenland et puis qui passerait par-dessus le Canada, ou le deuxième chemin qui partirait de la Russie et puis qui suivrait l'Alaska. Mais dans les deux situations, eh bien, on finit par passer sur le Canada. Et donc, le Canada, pour défendre son territoire, doit avoir les outils d'intercepter des bombardiers russes. Et donc, à l'époque, il n'y a aucun avion qui est capable de faire ça. Donc, il faut qu'on désigne un outil, un avion, qui est rapide, donc qui est capable de traverser le Canada très rapidement. Mais ça demande aussi beaucoup de carburant. Et donc, il nous faut un avion qui est aussi capable d'emmener beaucoup de carburant à bord. Et puis, il nous faut un avion qui est agile afin de pouvoir intercepter les bombardiers soviétiques. Tout ça a pour but, bien évidemment, de protéger le Canada. Mais ça, il n'y a aucun avion qui le fait. Et donc, en 1953, l'ARC, l'Aviation royale canadienne, offre un mandat à Avro Canada qui s'était déjà démarqué considérablement lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'ARC offre un mandat et demande de designer un tout nouvel avion qui répondrait aux critères qu'on a énoncés plus tôt. Avro Canada accepte le défi et commence à travailler sur son nouveau prototype, et c'est comme ça qu'on voit la naissance du Avro Arrow. Une des choses qui était spéciale du Avro Arrow, c'était ses moteurs. Donc, à la première version du Avro Arrow, la version qu'on appelle la Mark 1, eh bien, c'était des Pratt & Whitney J75, qui étaient des moteurs américains. Puis c'était des moteurs qui étaient quand même lourds parce qu'ils étaient faits entièrement en acier inoxydable. Donc, on a voulu changer ça parce qu'on voulait un avion qui était entièrement canadien, mais aussi qui était très rapide. Puis l'acier inoxydable, c'est lourd. On a besoin de quelque chose d'un peu plus léger. Et donc, on est venu par concevoir le Orenda Iroquois, qui était un moteur entièrement canadien, et puis qui était fait en titane. Donc, ça permettait à l'avion d'être plus légère et puis d'aller à plus de Mach 2. Ça, c'est 2 fois la vitesse du son. Ce qui est quand même impressionnant. En fait, c'était l'avion le plus rapide à l'époque. Un autre point qui était intéressant du Avro Arrow, c'était ses ailes. Parce qu'à l'époque, la majeure partie des ailes, c'était des ailes rectangulaires, comme on peut voir sur le CF100 Canuck juste ici. Donc, c'est des ailes rectangulaires qui est un design assez traditionnel. Mais avec le Avro Arrow, on vient changer ça complètement. En fait, le Avro Arrow, c'est un des premiers avions, même si c'est pas le premier, à avoir des ailes delta. Ça, c'est des ailes qui sont triangulaires. Ces ailes-là permettent d'avoir beaucoup plus de portance, mais tout en réduisant la traînée. Et puis, vu que c'était des ailes qui étaient beaucoup plus grandes, ça nous permettait aussi d'emmener plus de carburant à bord et donc
ça respectait nos points qu'on avait énoncés plus tôt. Une autre chose qui était très intéressante du Avro Arrow, c'était la complexité des systèmes qu'on avait mis à bord. Donc, à l'époque, on utilise encore majoritairement un système de poulies, ce qui est encore une chose qu'on utilise régulièrement dans plusieurs avions, comme des Cessna. Et donc, le pilote vient déplacer le yoke de l'avion qui venait entraîner des câbles qui, avec des poulies, étaient redirigés dans les gouvernes, puis c'était comme ça qu'on les déplaçait. Donc, si on voulait changer de direction, eh bien, c'était à l'entremise de câbles. Pour le Avro Arrow, c'était complètement différent comme système. On venait introduire un nouveau système qui s'appelait le fly-by-wire. Ce genre de système-là, en fait, la façon que ça fonctionne, c'est que, encore une fois, le pilote déplace le yoke, mais cette fois-là, le mouvement du yoke est calculé par un ordinateur. Donc, dépendamment de quel point le pilote bouge le joystick, le yoke, eh bien, l'ordinateur est capable de percevoir ce mouvement-là et puis de renvoyer un signal à des moteurs qui sont situés près des gouvernes, puis ensuite les déplacer. Et donc, le mouvement est contrôlé en réalité par un ordinateur. Ça, c'était assez impressionnant parce qu'à l'époque, dans les années 50, un ordinateur, ça avait la taille d'une maison. Donc, d'être capable de rentrer ça dans un avion, c'était quand même vraiment tout un accomplissement. Et donc, à cause de toutes ces technologies-là, le Avro Arrow avait un avenir qui était très prometteur. Donc, le 4 octobre 1957, le Avro Arrow sort pour la première fois. C'est un grand événement. Il y a des milliers de personnes qui y assistent, dont plusieurs officiers de la ARC, l'Aviation royale canadienne, on en a parlé plus tôt, mais aussi plusieurs investisseurs américains. Puis ça, c'est quand même important parce que le futur de l'avion en dépend. L'événement se produit à merveille, mais catastrophe. Le lendemain, c'est pas le Avro Arrow qu'on voit dans les journaux, mais bel et bien le Sputnik. Le Sputnik, en réalité, c'était le premier satellite non naturel à avoir été dans l'espace, puis il a été lancé la même journée, le 4 octobre 1957, par l'Union soviétique. Puis ça, c'est très problématique parce que ça montre une potentielle escalade du conflit. Oui, le Avro Arrow était conçu pour intercepter des bombardiers soviétiques. Mais là, si les Soviétiques sont capables d'envoyer des satellites dans l'espace, ils sont fort probablement capables d'envoyer aussi des bombes nucléaires. Et donc, dans cette situation-là, le Avro Arrow est complètement obsolète. Et puis, un an après, en 1958, après 22 ans de gouvernement libéral, le premier ministre John Diefenbaker est élu au pouvoir du Canada. Puis lui promet de grandes coupures dans absolument tout. Puis le Avro Arrow, malheureusement, était censé coûter 25 millions de dollars et a fini par coûter 250 millions de dollars, ce qui est 10 fois plus que le prix estimé à la base. Et donc, Diefenbaker, qui avait promis de couper dans absolument tout, coupe même dans le Avro Arrow. Et donc, le 20 février 1959, la ARC rentre dans les locaux d'Avro-Canada et détruisent l'entièreté des prototypes pour des raisons de sécurité nationale. Et puis, lorsque les gens se pointent au travail le lendemain, eh bien, les portes sont fermées, puis tout le monde a été viré. Il y avait une perte d'environ 12 000 emplois. Certaines sources s'élèvent même à 14 000. C'est énorme. Et puis, malheureusement, ces gens-là ont fini par aller travailler aux États-Unis sur d'autres projets de la NASA. Parmi ces scientifiques, on trouve ceux qui ont travaillé sur le train d'atterrissage du Avro Arrow, qui ont aussi travaillé sur le train d'atterrissage du projet Apollo. Et donc, la première pièce à avoir touché à la Lune, c'était une pièce canadienne. En fait, c'était même une pièce québécoise. Et tout ça n'aurait pas été possible sans le projet du Avro Arrow. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la Avro Arrow, j'ai laissé plusieurs liens en description pour pouvoir faire vos propres recherches. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.